Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat citoyen hebdomadaire. Aujourd'hui, nous explorons nos maisons face à l'urgence de la transition énergétique. À l'heure où les prix du fioul, du gaz flambent, comment rendre notre habitat plus durable, plus compatible avec les évolutions du climat et l'épuisement de ces énergies fossiles? Avec quel budget, quels matériaux, quelles énergies? Justement, la maison idéale existe-t-elle? Autour de la table, pour en débattre, j'accueille 4 invités. Baptiste Baranger, conseiller faire à Soli à Vienne, c'est le service public de la rénovation. À côté de vous, Frédéric Ciuda, administrateur à l'UFC Que Choisir de la Vienne. En face, Jérôme Bojano, président de la Fédération du bâtiment de la Vienne. Et enfin, Stéphanie Bonnet, directrice d'Equidom, bailleur social de Grand Poitiers. Bienvenue à tous. Sentez-vous libre de débattre entre vous et merci d'être avec nous. Et vous, derrière l'écran de votre télé, votre tablette, votre ordinateur ou votre smartphone, vous êtes les bienvenus pour commenter cette émission sur les réseaux sociaux de France 3 Nouvelle-Aquitaine. D'abord, une première question rapide à chacun de vous, avec un portrait chinois du lieu où vous vivez, maison ou appartement, neuf ou ancien, et puis quelle énergie, Monsieur Baranger? Eh bien, appartement, et donc c'est une chaudière gaz collective, et puis c'est plutôt de l'ancien. Un lotissement qui date avec une maison de 2015 et déjà 2 tentatives d'isolation, les combles et une nouvelle chaudière à gaz. Gaz. Condensation. Ok. Maison ancienne à Poitiers avec une chaudière gaz à condensation. Et une bonne isolation? Très bonne isolation. Une maison ancienne avec 2 types de chauffage, gaz et bois. D'accord, vous êtes déjà dans les évolutions. Allez, avant de poursuivre, ce chiffre marquant, on le doit à la Fondation Abbé Pierre. 1 Français sur 5 a froid dans sa maison ou se ruine pour se chauffer. Ou les deux, c'est ce que l'on appelle la précarité énergétique. Elle est souvent due à des défauts de conception de l'habitat. Exemple en Limousin. Lorsqu'il achète cette grande maison il y a 2 ans, Francis Chauveau pense faire une bonne affaire. D'importants travaux sont à prévoir, il le sait, mais il choisit tout de même d'emménager avec sa compagne, sans imaginer l'inconfort de leur nouveau foyer. La cave est humide, il y a un puits là, quand il pleut beaucoup, ça c'est par capillarité, il y a l'humidité qui remonte et le froid passe à travers le plancher qui est juste au-dessus de vous. Et donc l'hiver Il fait froid. Froid à quel point? Froid au point de mettre une veste, 2 vestes, de ne pas se promener pieds nus. Voilà, une température de 14 degrés. À l'achat, ce bien affichait la lettre D sur le diagnostic de performance énergétique, le DPE. Un classement loin de la réalité. De la cave jusqu'au comble, les pertes de chaleur sont énormes. Et la facture de chauffage au gaz astronomique, entre 400 et 500 € par mois. C'est plus qu'une mauvaise surprise, ouais, ça vous met à plat. Pour l'instant, on est en stand-by. On a fait bloquer les mensualités en attendant de trouver une solution pour payer. Francis Chauveau est dos au mur. Pour soulager son portefeuille, il doit intégralement rénover l'isolation de sa maison. Ce pavillon des années 70 a connu un lifting intégral. Ici, en l'espace de 2 ans, tout a été changé à moindre frais. Des ouvertures jusqu'au plancher bas, en passant par le grenier. Désormais, le vieux chauffage au fioul est remplacé par une pompe à chaleur. Grâce aux aides, le propriétaire n'a déboursé que 1 800 € pour son installation. Le but, c'est qu'il fasse une économie supérieure à 50%. Là, on y est parce que là, au niveau des déperditions, on avait 15%. Par les combles, on avait 30% de déperdition. Et par le sol, on avait 15%. Et derrière, on va réduire la consommation de fioul. Avec le type de pompe à chaleur que l'on met aujourd'hui, grosso modo, on fait 70% d'économie par rapport à une consommation de fioul. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire des économies et valoriser le patrimoine de ces gens-là. Le marché de la rénovation énergétique est en pleine expansion dans la région. En Haute-Vienne, les passoires thermiques représentent un quart des logements. Un chiffre qui monte à 44% pour le département voisin de la Creuse. Qui veut commenter sur ce reportage? Les passoires énergétiques, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à ce reportage. Déjà, c'est vrai que le constat de pouvoir se fier, essayer de classer son logement par rapport à une étiquette énergétique, c'est le DPE qui permettait de faire ça quand on vend ou qu'on met en location. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un plan de fiabilisation. Et puis là, depuis le 1er juillet, justement,
on va éviter ces genres d'incohérences où on a un logement qui n'a pas du tout d'isolation et qui a été bien classé, puisque on va passer les détails techniques, mais les méthodes de calcul ont été revues et maintenant c'est vrai que ces nouveaux DPE vont permettre DPE, diagnostic, performance voilà, énergétique, c'est ça? Voilà, maintenant, dès qu'il y aura un achat ou une vente, on va avoir quand même un outil plus fiable et qui permettra aussi aux acheteurs ou aux locataires de voir un petit peu et de pouvoir se projeter sur la performance plutôt plus réelle, en tout cas de leur bâtiment. Donc ça, c'est le premier point, comprendre comment fonctionne le logement, combien il consomme d'énergie, ce qui permet après de découler sur un programme de travaux éventuel. Et donc, dans tous les cas, nous, en tant que conseiller FER, donc le service public de la rénovation énergétique, l'objectif de pouvoir être rencontré en amont d'un projet, c'est qu'on va pouvoir tout mettre à plat, essayer de prioriser les actions au niveau des habitants, de leur budget et puis de leurs attentes, pour essayer après d'entamer avec les professionnels justement un projet cohérent. Monsieur Ciuda, les consommateurs aujourd'hui, ils ont conscience de ces notions-là? Oui, par rapport au DPE notamment, on sait, ça touche au porte-monnaie, puisqu'effectivement, c'est par rapport aux deux logements qui sont relativement semblables. Lorsqu'ils ont des DPE différents, les prix sont totalement différents, ce qui fait qu'effectivement, on a intérêt quelquefois à vouloir monter au niveau dans l'échelle des DPE, sachant que c'est pas toujours facile, et c'est pas parce qu'on fera simplement une isolation des combles toute seule qu'effectivement on arrivera à monter d'un cran sur l'échelon. Ça, c'est pas vrai, quoi. Il faut autant, par exemple, le deuxième exemple qui nous était proposé là, à savoir une isolation globale, un travail global sur l'ensemble de tous les systèmes qui font qu'on peut isoler, semble meilleur que dans le premier cas où on va bricoler coup par coup des travaux différents sur différents points de la maison. Je pense qu'il vaut mieux donc une isolation globale. Monsieur Beaujanot. C'est pour ça que les professionnels localement, les artisans, s'intéressent à une solution globale. Ils ne font pas tout eux-mêmes, parce qu'il y a des chauffagistes qui vont travailler que sur le chauffage, mais par contre, on se doit, quand on est reconnu garant de l'environnement, donc le fameux label RGE, de s'intéresser aussi à l'isolation au préalable, parce que quand, dans ce qu'on vient de voir, la maison est totalement réisolée, et une fois que c'est fait, on s'intéresse au chauffage, parce que peut-être qu'il y aura besoin de mettre une pompe à chaleur moins puissante que si on ne s'était pas intéressé à l'isolation. Donc là, on est vraiment dans la maîtrise de l'énergie, et localement, les artisans sont vraiment, avec les conseillers FER, les meilleures personnes pour accompagner les habitants du territoire. Il y a eu un coup d'accélérateur donné sur les formations, sur toutes ces Les questions-là, formations ont toujours eu lieu. Après, on y croyait ou on n'y croyait pas, mais là, on est en plein dedans. Alors, le système des primes données aux clients a énormément fait accélérer les choses. Et puis, tous les artisans qui se sont formés depuis de nombreuses années, parce que tout ça remonte quand même à pas mal de temps en arrière, maintenant sont vraiment plus qu'opérationnels dans la question. Et puis, surtout, pourquoi aller chercher au-delà, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, pourquoi aller chercher trop loin ce qu'on a à côté de chez soi, avec les artisans localement. Madame Bonnet, dans l'habitat collectif? Dans l'habitat collectif, c'est, je dirais, les mêmes problématiques que dans le logement individuel. Et la question des charges, c'est à la fois la qualité du bâti et le mode de chauffage. C'est les deux composantes qui font faire que la réponse est la plus adaptée pour maîtriser la quittance globale, nous, des locataires. C'est là-dessus que vous travaillez les deux composantes. aspects. Ouais. Alors les pouvoirs publics se mobilisent pour sensibiliser les habitants. Il y a quelques mois en arrière, il y a eu un survol de Poitiers pour mesurer les fuites de chaleur. C'est de la thermographie aérienne. Ça, c'est un bon outil, vous trouvez, Monsieur Baranger? Eh bien, cette thermographie aérienne qui a été réalisée, c'est vrai que ça a bien alerté les habitants sur justement ah bah tiens, je suis curieux de voir est-ce qu'il y a des déperditions de chaleur par ma toiture. Donc ça a fait venir justement les particuliers auprès du service public local de la rénovation. Donc les conseillers FER ont été sollicités et on a pu faire des restitutions comme ça personnalisées aux particuliers. C'était surtout un bon outil pour amener à la discussion, se poser des questions sur son logement et après faire un état des lieux, une nouvelle fois global du bâti, essayer comme ça de pouvoir prioriser les actions par la suite. Donc en tout cas, voilà, le côté positif de ces choses-là, même si des fois c'est pas très précis, puisque bon, il y a une vision globale sur le logement, au moins ça a amené à la discussion et après on a pu aussi des fois tirer des conclusions réelles sur une isolation qui était à refaire éventuellement. Typiquement la toiture, c'est ce qu'on a au-dessus de soi qu'on voit pas, mais qui compte. 30% de déperdition thermique d'une habitation, vous avez une autre technique, Madame Bonnet? Oui, j'ai une technique personnelle. Quand il neige, je regarde les toits des maisons. Voilà. Et quand il n'y a pas de neige, c'est pas bon signe. Ça veut dire toute la chaleur s'en va par le haut. Alors, est-ce que ça va assez vite, ces progressions vers de meilleures maisons? Est-ce que la France est très en retard par rapport à ses voisins? C'est ce que j'ai pu lire en préparant cette émission. La loi climat qui vise à interdire à la location ces logements énergivores, est-ce que c'est un bon point, une bonne chose? Vous y êtes
prêt. C'est une bonne chose, mais il faut bien faire attention aussi à la capacité de pouvoir produire et pas se faire berner par des sociétés comme j'insiste encore beaucoup là-dessus, mais parce que derrière, après, on peut aussi se retrouver avec de réelles catastrophes. C'est-à-dire qu'on est capable de diagnostiquer, les conseillers FAIRE sont capables d'apporter le bon diagnostic, les artisans sont aussi capables de le faire, mais après, des fois aussi, il y a des personnes... Il y a des opportunistes. Des opportunistes et Bien des sûr. personnes mal intentionnées qui pourraient se servir de ça. Et c'est pour ça que derrière, on travaille énormément avec les associations de consommateurs, justement. Alors, malheureusement, là, on intervient plus a posteriori pour défendre, pour retrouver une solution, mais il faut vraiment faire attention à ça. Et le problème qu'on a, c'est que la fluctuation des coûts de l'énergie, comme le prix du fuel par exemple, il y a un an, le prix du fuel, il n'est pas du tout au prix où il était là aujourd'hui. Et donc là, ça sensibilise un peu plus, parce que dans le coup, c'est le porte-monnaie qui le prend directement, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller un petit peu plus, être un petit peu plus précurseur. Oui, Et anticiper. la thermographie infrarouge, comme vous l'avez dit, justement permet ce déclencheur qui permet d'aller de l'avant, et puis pas forcément d'attendre d'avoir le coup de bambou avec la facture énergétique. Monsieur Souda, sur la loi Oui. climat. Mais oui, justement par rapport à ça, il faut remonter 12 ans en arrière lorsqu'il y a eu le Grenelle de l'environnement, effectivement. Donc là, on a commencé à faire une loi de programmation et on souhaitait, je pense à l'époque, c'était de faire en sorte que dans les années 2050, il n'y ait plus de passoires thermiques. Or, on s'aperçoit qu'on avance un peu trop lentement, malheureusement, et que aujourd'hui, on en est sur un rythme de 400 000 logements par an, ce qui ne sera pas suffisant, en tout cas, pour arriver à la promesse souhaitée. Alors, il y aura quand même cette information du consommateur avec ce classement, comme sur l'électroménager, ça existe déjà avec le diagnostic performance énergie. Une interdiction des hausses de loyer des logements les moins performants, une interdiction progressive de leur mise en location, la neutralité carbone. C'est utopique ou vous en êtes où en ce moment dans le parc collectif? C'est lent. Alors, nous, la neutralité carbone, en fait, c'est dans nos interventions, on regarde les charges des locataires, mais aussi l'impact carbone. Et dans le choix du mode de chauffage, on regarde ça. C'est pour ça que sur nos bâtiments collectifs, on a déployé le réseau de chaleur urbain, puisque c'est un des composantes qui a le moins d'impact carbone. Monsieur Bojano, la neutralité carbone. C'est intéressant parce qu'il faut toujours essayer d'aller au meilleur. Donc moi je pense qu'il faut tout le temps se donner un objectif qui soit important. Et puis je vous dis, ça va simplement permettre, alors la neutralité carbone, plus à ceux qui en ont les moyens aujourd'hui de pouvoir y aller dès aujourd'hui, ils perdront jamais ce qu'ils ont fait aujourd'hui, le bénéfice de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc je pense que c'est important d'y aller. Et puis de toute façon, pour notre planète, c'est aussi important. Il n'y a pas que pour le porte-monnaie du consommateur, mais tout simplement pour la planète. Autre situation, celle où l'on ne choisit pas ni son mode de chauffage ni son isolation. C'est le cas de ceux qui habitent des logements collectifs et les mésaventures sont parfois au rendez-vous. Exemple, il y a quelques semaines à Bordeaux. Regardez. Des locataires excédés qui se réchauffent au soleil, sous des températures plus clémentes à l'extérieur que dans leur logement. Vous êtes dans quel état d'esprit là aujourd'hui? Un peu révolté, parce que payer du chauffage et ne pas en avoir, c'est pénible. Surtout quand on n'a pas 10 dans la cuisine, 12 dans l'appartement, en gros. C'est dur quand même. Résidence Raymond Lavigne à Bordeaux. Une quinzaine d'habitants privés de chauffage depuis 2 semaines. Marie-France Sarrazin, 80 ans, nous fait visiter son appartement frigorifié. On a 10, 11 dans la cuisine. Nous sommes vers le nord, je ne peux pas cuisiner. Ma fille est venue me mettre un petit peu de chauffage. Elle a peur que je rentre à l'hôpital, que je fasse des complications pulmonaires. Voilà, ici c'est ma chambre. Là, mes enfants m'ont mis un petit chauffage aussi. Et alors, qui c'est qui va payer? Parce que moi j'ai une petite retraite. Je fais partie des gens qui sont précaires. Même constat pour Martine Leblond. Elle aussi a dû faire l'acquisition d'un appareil électrique, ce qui a forcément des répercussions sur ses factures. Voilà, dans l'entrée, je suis allée chercher chez mes enfants un radiateur électrique. En cause, une fuite souterraine détectée sur le réseau de chaleur urbaine. Vilogia, le bailleur social, a promis d'indemniser les locataires. Aujourd'hui, on est sur la phase réparation qui demande des travaux lourds. Et donc, pour compenser ces travaux lourds, on va amener des radiateurs et des compensations provisoires électriques et chauffage pour la période des travaux. Vilogia qui s'engage donc à prendre en charge l'ensemble des frais durant la période hivernale. Une bonne nouvelle très attendue par les habitants. Monsieur Souda, comme d'habitude, c'est le consommateur
qui trinquent? Je pense qu'effectivement, dans ce cas-là, dans les sociétés de HLM ont peut-être une part de responsabilité, mais en ce qui concerne, je pense qu'effectivement, ils font quand même leur travail, leur travail. Le problème, c'est que nous, ce qu'on voit, en tout cas dans notre association de consommateurs, c'est quand il y a des trous dans la raquette, quoi. C'est là qu'on voit les difficultés, etc. Mais d'une façon générale, je pense qu'on n'a pas eu lieu de se plaindre, en tout cas, de ce qui se passe, en tout cas, dans nos HLM. C'est que le chauffage électrique, tout de suite, c'est pas donné, c'est pas le même ordre de prix. Non, mais là, dans l'exemple, c'est une panne sur le réseau de chaleur. Il faut déjà trouver la panne et avoir les pièces pour les réparer. La difficulté des pièces aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Et c'est vrai que nous, les bailleurs, on a des contrats d'entretien avec des partenaires. Et là, il faut des interventions de partenaires. Donc, la difficulté, c'est qu'on a 10 dans ce logement. C'est un réel problème pour les locataires. Donc, ce qui les fait également, mais là, c'est dit également dans le reportage, c'est que des convecteurs sont donnés le temps de trouver la panne. Voilà. On peut aller jusqu'à la prise en charge du surcoût, puisque là, c'est de l'électrique. Ça nous est arrivé, la panne, elle arrive. Donc, ça nous est déjà arrivé de procéder à ce type de prêt de convecteur, et avec prise en charge d'une partie des frais d'électricité, là, pour le cas. Bon. Il y a d'ailleurs eu un gros plan sur un appareil qui montre bien qu'effectivement, on est dans quelque chose d'un peu vétuste quand même. Oui, c'est de l'ordre du bricolage. Un petit mot d'explication quand même. C'est quoi un réseau de chaleur, monsieur Baranger? Eh bien, du coup, on va avoir après, ça dépend des modes de chauffage. Donc là, après, on pourrait en parler par rapport localement à Poitiers, mais par exemple avec une chaufferie paille, et donc il y a une source de chaleur générale qui va permettre d'alimenter après différents bâtiments pour mutualiser finalement les coûts et puis après distribuer cette chaleur, énergie renouvelable au niveau du mode de combustion dans l'idéal, bien sûr. Et ce qui circule à l'intérieur des tuyaux, en général, c'est de l'eau chauffée, c'est ça? C'est un réseau d'eau chauffage. Comme finalement, si on schématise une maison avec la chaudière et puis son réseau de radiateurs, là, on est sur une échelle beaucoup plus importante, avec une puissance beaucoup plus importante, mais ça va permettre comme ça de chauffer plusieurs bâtiments avec un même mode de chauffage à énergie renouvelable. Alors la Suède, par exemple, au climat beaucoup plus rigoureux, a développé ce type de réseau de chaleur dès les années 1970 déjà. Nous, ça commence à peine à se développer chez nous, alors c'est un peu plus ancien à Poitiers. Avec quelle énergie à l'intérieur? Ça a été dit, paille. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un système de chauffage qui est le plus économe, en tout cas pour les locataires d'Equidom. On a à peu près 38% de logements qui sont couverts par ce mode de chauffage-là. Et donc pour un type 3, on est à peu près à 60 € chauffage et eau chaude par mois. Et c'est appelé à s'étendre dans d'autres quartiers? Oui, là, c'est en déploiement. On va arriver à 38%. 38% pour Equidom, c'est 4400 logements. Voilà. Monsieur Beaujanot, sur cette utilisation de la paille? L'utilisation de la paille, après, tout dépend le type de matériau qui va être consommé pour pouvoir chauffer, alimenter ce réseau de chaleur. La paille, au moins, on est sur quelque chose qui est renouvelable et puis qui peut facilement être brûlé. Après, il faut faire attention parce qu'il peut vite y avoir des dérives. On le voit dans d'autres cas avec le bois, où le fait de plus utiliser le bois a augmenté le coût de production. Donc, il faut bien faire attention à ça, tout simplement. Mais Mme Bonnet me disait tout à l'heure qu'à Poitiers, lors de la création de la chaufferie paille, tout avait bien été étudié et qu'on avait réellement les ressources tout autour. Donc, quand c'est bien... Pas priver les agriculteurs de quelque chose. Exactement, pas priver les agriculteurs, ou aussi pour la construction des maisons, pour réaliser l'isolation, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire... des choses justement pour pouvoir bien réfléchir à l'utilisation de ces matériaux qu'on va détourner de leur usage premier. Il y a la notion de circuit court. Pardon aussi. Il y a la notion de circuit court. Avoir les matériaux sur le territoire et éviter de les transporter. Alors à Pau, il y a un projet basé sur la méthanisation des boues d'eau usée. Ça vous inspire ? La méthanisation. On a vu récemment une émission, effectivement, où la notion de méthanisation était quand même assez critiquée. Alors, compte tenu justement, par exemple, des problèmes de transport, du digestat, des choses comme ça. Et là, il y a peut-être aussi des choses à redire. Et puis, est-ce que c'est une technique qu'on maîtrise bien encore aujourd'hui ? C'est la difficulté de s'aventurer dans de nouveaux horizons. On va redire un mot des énergies fossiles. Fuel, plus 30%. En un an, gaz plus 20% en un an face à ces hausses très marquées. Beaucoup se tournent ou se retournent vers le bois, on vient de l'évoquer un instant, et les professionnels peinent parfois à suivre la demande. Reportage.
Cette entreprise vend en moyenne près de 3000 stères par an. Mais cette année, les ventes devraient atteindre des records. Plus 65% de chiffre d'affaires en septembre, plus 40% en octobre et du jamais vu en novembre avec un volume mensuel écoulé en une semaine seulement. Pas de pénurie à craindre, mais le bois bien sec manque déjà. On a vu venir l'augmentation, on a stocké en prévision, mais nos stocks ne suffiront pas. On va être obligé de rentrer dans des lots moins secs, de vendre des produits moins secs. Oui, on va être obligé d'augmenter parce que nos coûts de production augmentent, nos coûts de livraison augmentent. Pour une entreprise comme la mienne, on a été obligé d'augmenter au mois d'avril de 2,50 € du ster et je viendrai augmenter aujourd'hui, ce matin, lundi matin, de 2,50 € du ster. Le prix d'une corde de chêne commercialisée par cette entreprise coûte désormais 250 €. Une hausse de 10 € pour compenser le coût des transports facturés par les fournisseurs à la SARL arrédienne. La demande des clients est forte. Nombreux sont ceux qui ont choisi ce mode de chauffage, malgré tout moins onéreux. Ça me coûte à peu près 230 € et ça me permet de me chauffer quasiment tout l'hiver. On se chauffe principalement au bois. On a de l'appoint en électrique pour la salle de bain, pour le côté rapide de chauffe. Alors que les tarifs réglementés de l'électricité devraient à nouveau augmenter en janvier prochain et que le prix du gaz et du fioul flambe, ce magasin spécialisé voit le nombre de commandes bondir. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis 10 ans. Voilà, on a beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, des demandes qui sont assez rapides, c'est-à-dire qu'en fait, une personne qui vient en magasin souhaite qu'on lui installe l'appareil d'ici 3 semaines, voire un mois. Impossible de répondre à ces demandes avant mi-janvier pour l'installation d'un insert ou d'un poêle à bois, largement plébiscité par les ménages. Alors, le bois, est-ce que c'est la solution miracle ? Eh bien, en tout cas, c'est une solution qui est très intéressante, parce que là, on parle d'une hausse, mais c'est vrai que si on met en parallèle par rapport à toutes les énergies, et on s'en rend compte souvent en échangeant avec les particuliers, ils n'ont pas trop de notion de... Ils savent à peu près que des énergies sont plus chères que d'autres, mais ils ne se rendent vraiment pas compte des différences. Si on parle peut-être d'une énergie à 4 centimes d'euros du kilowattheure, pendant que l'électricité va être à 18 centimes d'euros du kilowattheure, on voit que même si par rapport à l'échelle du bois, il y a une hausse, par rapport aux autres énergies, on est vraiment sur quelque chose qui est toujours plus intéressant. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il peut y avoir des hausses. Il faut que le marché et la filière bois se mettent en place aussi. Ça, derrière, ça, c'est intéressant. C'est important. Mais c'est toujours important d'avoir un mix énergétique. On parle de paille, on parle de méthanisation. Il ne faudra pas de toute façon qu'il y ait qu'une. Sur le même cheval. C'est important qu'il y ait un mix et surtout important qu'il y ait une sobriété énergétique. Avant de parler d'énergie, de toute façon, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne va pas consommer de toute façon. Donc l'isolation, c'est vraiment la priorité donc, dans un logement. Et après, de toute façon, ces solutions bois sont bien sûr des choses très intéressantes puisque, en tout cas, au niveau du bilan carbone, ça va être neutre par rapport à tout ce qui a été emmagasiné pendant la pousse et qui ressortira au niveau de la combustion. Monsieur Ciuda. Ouais, je pense effectivement, je vais dans ce sens-là aussi. C'est sûr que, d'ailleurs, en plus, le bois bénéficie d'une autre image, peut-être l'image d'un matériau traditionnel qu'on peut trouver quasiment sur place. Alors évidemment, tout dépend de l'endroit où on habite. Si on est en milieu rural, c'est peut-être un peu plus facile. Il y a aussi peut-être la qualité du bois qu'on doit avoir. Les gens doivent savoir, effectivement, mais je pense que les gens qui ont un poêle à bois savent très bien qu'on ne met pas du peuplier, mais qu'on mettra plus du chêne et que le chêne doit être sec, qu'il a vieilli qu'il a séché pendant 2 ans pour pouvoir avoir ce maximum de rendement. Mais je pense qu'effectivement, on parlait du mix énergétique, ça c'est effectivement la bonne formule, je pense. Oui. Après, d'un point de vue santé, le bois si vous voulez, il y a eu évidemment, et ne pas mettre par exemple du bois humide, des choses comme ça, et puis, mais normalement, après il y a des précautions à prendre sur le plan aussi, dans certains aspects au niveau de la sécurité, mais je pense qu'effectivement les chauffagistes savent faire ça. Les nouveaux systèmes sont vraiment en plus maintenant avec des classes de performance, de labellisation, oui. Où on va contrôler vraiment tous les différents polluants, les émissions de particules fines, etc. Donc les nouveaux systèmes, on n'a pas les problématiques qu'il y avait aussi au tout début du lancement des poêles ou des inserts. Ça a très bien évolué aussi de toute façon. Madame Bonnet, vous qui êtes expérimentée en chauffage au bois. Alors, bon, à titre de propriétaire, mais dans le cadre locatif, en fait, la question des charges, il y a aussi les abonnements, l'entretien, le ramonage. Et le poêle à bois, on a une obligation de ramoner 2 fois par an. Et donc, du coup, la charge est plus importante. Donc, ce n'est pas forcément, en termes d'économie de charge pour le locataire, la solution. Voilà. Puis compliqué à mettre en œuvre. Et puis, il y a l'usage. Voilà. Le locataire, voilà, le bois, il faut le prendre. Donc, on a aussi des personnes qui vieillissent. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément la solution locative, je dirais. Mais après, on a quelques chaufferies bois collectives. Voilà. Mais je suis pour plutôt plusieurs solutions.
par rapport aux ressources sur le territoire. Monsieur Bojano. Une très bonne solution, mais certainement pas la solution miracle, parce qu'elle ne pourra pas s'adapter dans tous les logements. Par contre, ce qui peut être intéressant, justement, c'est qu'un maximum de personnes chez qui cette solution-là peut être évoquée ou réalisée chez eux, permettent justement aux autres de pouvoir compenser, et puis peut-être que ça fera descendre le prix des autres énergies, comme elles seront peut-être un petit peu moins consommées, donc il y aura peut-être un petit peu moins cette flambée des énergies. Maintenant, il faut faire attention, parce on parlait de délai tout à l'heure, on entendait parler de délai dans le reportage. Effectivement, c'est long. Demain, je pense que nos artisans peineront plus à faire les installations, non pas parce qu'ils n'auront pas la main-d'œuvre chez eux dans leurs entreprises pour faire réaliser l'installation, mais plutôt parce qu'ils n'auront pas le matériel, les produits. Et ça, c'est une réelle problématique. On parlait tout à l'heure de pénurie de matériaux. Sur ces produits finis comme un poêle à bois, comme un poêle à granulés ou même une chaudière à granulés, les délais s'allongent énormément. Dans le reportage, on parlait de janvier. C'est clair que pour avoir des matériels disponibles avant janvier-février, aujourd'hui, c'est très compliqué. Avec donc c'est pour ça qu'il faut anticiper. On parle de tendance à long terme. Là, on a un effet Oui. de boost avec l'augmentation des énergies fossiles, mais ça veut dire que peut-être il y a la place de développer une filière française. Mais il y a déjà une filière française. De fabricants de poêle à bois, etc. Voilà, etc. de fabricants de poêle à bois. Alors c'est vrai que là, on est plus sur quelque chose d'étranger, mais je pense qu'effectivement, il y a une réelle problématique de penser à la réindustrialisation du pays, et ça c'est clair. Et dans le coup, la filière bois en ferait totalement partie. Mais je crois que de toute façon, il y a des projections qui sont faites au niveau de l'État pour mettre réellement toute la filière bois. Donc nous, la Fédération française du bâtiment, au niveau national, on va y participer, mais ça va du sylviculteur jusqu'au consommateur. Et là, il faut vraiment que toute la filière soit opérationnelle. Et là, on aura compris, on aura gagné. En tout cas, cette demande, vous la sentez. Elle est là, elle est plus pérenne que là. pour plusieurs années. Exactement. Alors justement, les jours des énergies fossiles sont comptés. Le pétrole, c'est fini dans 50 ans. Le gaz naturel, 60 ans, sachant que 11 millions de Français y recourent. Alors le chèque énergie de 100 € du gouvernement, c'était juste une réponse d'urgence. Là, on n'est pas... C'est déjà pas mal, on va dire. Effectivement, Oui, il vaut bien mieux sûr. allumer une petite chandelle que maudire l'obscurité. Voilà. Madame Bonnet, comment est-ce qu'on fait avec des immeubles collectifs? On ne peut pas appliquer le bois de la même manière que dans un logement particulier. Alors, il faut en passer par l'isolation. C'est ça aussi, Léonard de la Guerre, vous nous le disiez déjà un petit peu tout à l'heure. Oui, nous on est sur des programmes de réhabilitation sur notamment nos bâtiments collectifs et on est sur l'isolation par l'extérieur, changement de menuiserie, isolation des combles, on travaille sur l'enveloppe. Voilà. Ça, Alors, par exemple, aux Couronneries, pour parler de ce quartier où est installée la chaufferie, sur une barre d'immeuble, c'est quoi l'ordre d'idée en termes de budget? En termes de budget, on est à hauteur de 80 000 € au logement. Voilà. Alors, on traite la partie isolation, système de chauffage qui est souvent à renouveler, et puis l'intérieur du logement. Hein, dans les 80 000 €, on a tout ça. Si on n'est que sur la question de l'isolation, sur un bâtiment collectif et un ensemble assez grand de 100 logements, on va être entre 15 000 € à 20 000 € au logement. Voilà. Et ça, comment ça se répercute pour les locataires? Alors, pour les locataires, en fait, il y a une légère hausse de loyer. Il y a une réglementation chez les bailleurs où on doit concerter les locataires et avoir des accords avec les associations de locataires. Et la hausse de loyer est inférieure au gain de charge. Voilà. On négocie... pour avoir un équilibre maintenu? Oui, un équilibre ou un gain pour le locataire sur son couple loyer-charge à la fin de la réhabilitation. Alors, comment est-ce qu'on accompagne la rénovation? Parce qu'on a tous été assaillis de ces coups de fil pour l'isolation à 1 €. Monsieur Bojano. Ces coups de fil. On les oublie, ces coups de fil. Oublie. Hein, je pense qu'il faut que ce soit l'habitant qui fasse la démarche proactive d'aller vers l'artisan, d'aller vers la société locale. Si vous avez un coup de fil, aujourd'hui, les artisans, localement, ils ne cherchent pas forcément à avoir du boulot tout de suite. Ils l'ont, leur carnet de commandes, il est rempli. Donc, ils ont une bonne pub, ils travaillent avec le bouche à oreille. Donc, je pense que... C'est pas eux qui vous appellent, quoi, c'est ça que vous voulez dire. Enfin, c'est les clients qui nous appellent, Oui. mais moi, je n'ai pas besoin d'appeler mes clients là-dessus. Donc ça, on oublie. Il faut oublier, il faut bien faire attention. Vous disiez tout à l'heure le chèque énergie, les 100 €. Mais il faut savoir que les 100 €, ils sont aussi accompagnés par MaPrimeRénov', tout ce dispositif-là. Donc là, il y a énormément d'aides. Alors, énormément d'aides qu'attire
des personnes pas forcément convenables, bien intentionnées, parce que voilà, elles vont pouvoir bénéficier elles-mêmes des aides. Mais par contre, ce dispositif MaPrimeRénov', cette année, en 2021, au niveau national, c'est plus de 800 000 dossiers. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 800 000 citoyens qui ont été habitants, qui ont été accompagnés sur le territoire. Et ça, par contre, c'est vraiment génial, parce que réellement derrière, ils ont pu faire des économies. Moi, j'ai simplement l'exemple d'une cliente avec une retraite très très faible, enfin un revenu fiscal de référence, parce que c'est ce qui compte quand on monte le dossier MaPrimeRénov'. Elle avait moins de 10 000 euros pour vivre à l'année. On lui a installé une pompe à chaleur qui vaut un petit peu moins de 10 000 euros. Donc elle, ça lui a coûté concrètement 900 euros. Derrière, par contre, la consommation actuelle d'électricité pour se chauffer avec sa pompe à chaleur, contrairement à ce qu'a chauffé avec le fioul avant, elle a gagné un pouvoir d'achat à l'année de 1 000 euros. Voilà. Et pourtant, il y a un phénomène de blocage pour certaines personnes âgées qui se disent « je ne vais jamais avoir le temps d'amortir ma pompe à chaleur sur 20, 30 ans ». Mais l'amortissement, là, c'est 1 an. Grâce au dispositif MaPrimeRénov'. Mais par contre, ça, il faut que ce soit fait vraiment de concert. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des conseillers faire sur le territoire qui peuvent être... parce qu'eux, ils ne sont pas vendeurs. Oui, voilà, donc ça veut dire qu'eux, ils sont neutres. Sûr. Nous, on est installateurs. Donc, quelque part, on pourrait se dire, oui, mais ils cherchent avant tout à vendre. Donc, moi, j'accompagne mes clients. On accompagne tous nos clients. Mais derrière, on sait que... Moi, j'ai aucun scrupule à dire, mais allez voir le conseiller. Appelez, renseignez-vous. Je veux dire, il ne faut pas avoir de scrupules là-dessus. Parce qu'il y a tellement de personnes qui vont vouloir vendre tout ça. Et... Je disais que par rapport à la prime des neufs, effectivement, le projet sur le papier est quelque chose de très bien, mais chaque médaille a son revers. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une telle demande aujourd'hui que l'ANA, par exemple, n'arrive pas à fournir et qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent mon dossier n'avance pas, et quelque chose qui initialement était prévu pour être versé dans les 4 mois, si je me souviens bien, d'un seul coup, aujourd'hui, au bout d'une année, les gens n'ont toujours rien vu. Ça pose ce problème-là aussi. C'est que, si vous voulez, le revers de la médaille, c'est que il y a tant de demandes qu'effectivement l'ANA n'arrive pas à suivre. Monsieur Barranger, je voudrais bien qu'on entende Monsieur Barranger, parce que c'est son rayon et il est conseiller faire, justement. Alors. Non, mais juste pour revenir sur l'ANA, donc l'ANA aujourd'hui a 2 dispositifs d'aide, donc le programme Habiter Mieux. L'ANA, c'est Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Donc ils ont 2 dispositifs d'aide qui vont d'ailleurs fusionner l'année prochaine pour plus de lisibilité et que ce soit plus simple pour tout le monde. Et c'est vrai que donc MaPrimeRénov', il y a eu une mise en place qui a un petit peu mis du temps. Aujourd'hui, les rythmes sont beaucoup plus réactifs au niveau des accords et des versements vraiment de la prime. Après, pour l'autre programme Habiter Mieux, où il y a un accompagnement qui est demandé plus lourd, là, on n'est pas sur les mêmes délais, on est d'accord. Mais sur MaPrimeRénov', c'est vrai que ça s'est quand même bien raccourci en tout cas. Et donc pour revenir sur le réseau FAIRE. Voilà, le réseau FAIRE et puis comment ça s'imbrique justement avec le parcours avec les professionnels. C'est vrai qu'on en revient à cette chose-là, même si un professionnel peut avoir toute la bonne foi, la bonne foi du monde. Voilà, le particulier pour avoir quand même ce petit doute en se disant oui, mais il vend ce qu'il va, lui il a que ça en rayon, voilà, exactement. Donc c'est vrai que ça va être complémentaire. Nous on est vraiment là pour sécuriser le parcours de travaux des particuliers. Donc déjà on met tout à plat, on fait un état des lieux du bâti, éventuellement déjà des travaux qu'ils ont réalisés, et après par rapport aussi à leur enveloppe budgétaire, qu'on soit aussi cohérent par rapport à leurs attentes, leur âge aussi, parce que toutes les solutions ne sont pas adéquates au bâti et puis aussi à leur mode de vie, et on va pouvoir définir avec eux les avantages et inconvénients de telle et telle solution. Et quand on en arrive en disant maintenant votre étape d'après c'est de faire des devis, et on les invite à aller sur le site du gouvernement, donc faire.gouv.fr, donc faire comme le verbe faire, et donc là sur la page d'accueil on a marqué trouver un professionnel. Les gens ont simplement à saisir leur code postal, leur commune, ils ont un menu déroulant par type de travaux, donc par exemple pompe à chaleur, et donc après ils vont avoir un listing de professionnels labellisés RGE mais locaux, basés proches de chez eux. Donc c'est vrai que ça élimine déjà potentiellement des personnes moins bienveillantes qui viendraient de plus loin. Qui viennent sonner spontanément, voilà, exactement. Et là on est vraiment sur des gens qu'on connaît, qui sont proches de chez nous. Donc, et là après, si malgré ces différents devis ils sont toujours perdus, ils peuvent revenir voir leur conseiller faire. Nous on va regarder déjà s'il y a les bonnes normes, si c'est cohérent par rapport à ce qui était demandé, et puis après c'est à eux de faire leur choix. On aura fait les avantages et inconvénients, et dans tous les cas ils restent maîtres de leur projet. Et comme nous on est détachés de toute démarche commerciale, c'est vrai que du coup après ils font leur choix en toute connaissance de cause. Ça peut être quoi les ordres de prix? Alors on voit que c'est modulé suivant les revenus, mais on parlait aussi de cette notion d'enveloppe globale de travaux. C'est peut-être un petit peu ça la difficulté parfois, c'est qu'on se dit je voudrais juste refaire ça, mais il y a plus d'aide si on fait plus de travaux parfois. Voilà. L'incitation elle est vraiment sur ça aujourd'hui, c'est quand on va regrouper les travaux et avoir vraiment une vision plus globale, on va pouvoir
prétendent à des aides beaucoup plus intéressantes. Et en plus, ça concerne aussi les revenus intermédiaires et supérieurs qui étaient un petit peu mis de côté les années passées. Aujourd'hui, il y a vraiment des grosses incitations financières si on va sur une rénovation globale, c'est-à-dire vraiment le seuil, c'est 55% d'économie d'énergie. Donc, avant de partir sur ce type de projet, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de se poser, pas se précipiter, puisque il va y avoir une somme de départ qui va être importante. Donc il faut s'assurer derrière justement d'avoir les bonnes retombées en termes d'économie d'énergie et puis faire un plan de financement précis. Et donc là, notre accompagnement, il est tout le long, vraiment au niveau de ces étapes-là, pour que tout soit ficelé et qu'à la fin, on ait la retombée de ce qu'on avait attendu au début, en fait, finalement. Souvent, on a une impression de confusion dans les aides aussi, et puis des critères précis à respecter. Et ça fait aussi partie justement des annonces qui ont été faites au niveau national. Tout va être refondu. Donc là, j'en parlais tout à l'heure au niveau des aides, avec un seul programme qui va être MaPrimeRénov', avec toujours après d'autres dispositifs. Mais même au niveau du service public, ça va être refondu avec donc maintenant l'appellation France Rénov', qui va être le seul service public à partir du 1er janvier. Le numéro donc, va rester identique. Unique, on l'a en réserve en régie, on l'affichera. Du coup, on va pouvoir avoir les conseillers locaux, mais ça va vraiment tout regrouper au niveau donc, de ce qui étaient les conseillers FER et puis tous les services de l'ANA sur une appellation unique. Donc voilà, l'espace Conseil France Rénov'. C'est le 0808 800 700. Et donc ça, c'est vraiment un service public de proximité, neutre, gratuit et de proximité. Voilà, exactement. Dans ce contexte, quelles sont les bonnes énergies à développer? Sur l'île d'Oléron, la communauté de communes vient d'équiper l'un de ses centres aquatiques de panneaux photovoltaïques quand développement durable et économie font bon ménage. On regarde ça. À l'œil nu, rien ne semble avoir changé dans ce centre aquatique de Dolusse d'Oléron. Et pourtant, depuis un peu plus d'une semaine, c'est une petite révolution qui s'est jouée ici. Et c'est à l'extérieur du bâtiment qu'elle se mesure. 1600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur ces ombrières. L'électricité produite est intégralement consommée sur place. C'est une économie substantielle. À la mise en route jeudi après-midi, les ombrières produisaient 100% des besoins du site. Et cela se mesure très précisément, comme le laisse apparaître cette courbe. Et on voit bien qu'à partir du moment où le soleil se lève, les besoins en énergie sont entièrement couverts par la production que les ombrières fournissent. Sur l'ensemble de l'année, en prenant en compte les périodes moins ensoleillées, l'installation permettra de couvrir 25% de la consommation annuelle du centre aquatique. Le tout pour un coût de production particulièrement attractif. Ça permet d'avoir un prix de l'électricité qui est fixe. Parce que vous voyez bien qu'en ce moment, la facture énergétique a tendance à monter très vite. Et aujourd'hui, on a une production d'électricité photovoltaïque qui est plus compétitive que ce qu'on peut acheter sur le marché, je dirais, de revente d'électricité classique. Moins cher, mais aussi fixe pour les 25 à 30 prochaines années. De quoi nourrir de nouveaux projets à l'échelle de l'île. Sur le territoire d'Oléron, fin 2021, nous aurons une vingtaine d'installations de panneaux photovoltaïques sur tout le territoire. Un territoire qui compte aller encore plus loin et des élus qui se sont engagés sur le programme Oléron 2035 pour plus de production et de sobriété énergétique. Est-ce qu'à terme, on aura tous des panneaux solaires sur nos toits? C'est une demande encore des clients? Non, c'est pas forcément une demande parce que ça s'adapte pas dans toutes les situations. Et puis après, il faut bien faire attention aussi à la mise en œuvre. Donc là, il faut vraiment faire appel à des professionnels et puis des professionnels qui sont bien assurés pour le faire parce que ça aussi, ça engendre aussi des contraintes. Maintenant, je pense que le photovoltaïque se développe énormément aussi dans les collectivités. Le reportage que vous avez diffusé en est l'exemple. Donc il faut voir pour le développer, mais chaque maison a sa propre situation, ses propres besoins. Donc moi, je ne suis pas forcément convaincu que ça s'adapte partout, mais et puis il faut peut-être laisser le temps aussi à une filière française de se développer. Exactement. Aussi. Sur le collectif, les panneaux solaires? Sur le collectif, oui, pourquoi pas. On est plutôt, nous, sur la production d'eau chaude et là, sur du pavillonnaire. Voilà. On a quelques pavillons qui ont déjà ces procédés-là et c'est des choses qu'on peut développer. Ça maîtrise les charges. Voilà. Vous avez encore beaucoup de questions autour des panneaux solaires? C'est vrai qu'il y a le solaire thermique pour un chauffe-eau solaire où là on va chauffer l'eau, donc soit pour l'eau chaude sanitaire ou le chauffage, qui est intéressant.
Après, c'est vrai que la filière, on sent qu'il y a quand même moins de demandes qu'à une époque aussi sur ces choses-là, qui étaient peut-être moins incitées au niveau des aides à une période donnée. Donc là, c'est un petit peu reparti justement avec MaPrimeRénov' au niveau du chauffe-eau solaire. Pour le photovoltaïque, la balance a un petit peu changé, où avant, les incitations financières, une nouvelle fois, qui guident un petit peu les choses, étaient très élevées sur de la revente totale. Donc on produisait l'électricité pour la revendre à un prix fixe sur 20 ans. Aujourd'hui, ces tarifs de rachat ont diminué, le coût de l'électricité a augmenté. Donc aujourd'hui, c'est plus intéressant d'auto-consommer chez soi. Donc là, justement, c'est très important de faire une belle étude pour savoir combien on consomme en électricité, parce que là, pour le coup, ça sert à rien d'avoir une trop grosse installation si on a une faible consommation. Donc s'il y a vraiment des études préalables à faire en amont, et puis en autoconsommation, il y a une prime de l'État sur une prime à l'autoconsommation aussi. L'idée, c'est plutôt ça, c'est la recherche d'une autonomie. De toute façon, c'est sûr que c'est une énergie d'avenir, mais par rapport à ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, nous avons eu, nous en tout cas à l'UFC Que Choisir, c'est sûr qu'on voit en général les choses qui ne vont pas, et le nombre de problèmes qu'on a eu avec le photovoltaïque ou bien l'énergie solaire, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. Et il faut dire qu'effectivement, sans doute, les techniques n'étaient pas encore avancées, et c'était souvent effectivement des entreprises qui venaient de très loin, ce qui fait qu'effectivement, on avait ensuite des litiges qui portaient sur des sommes très très importantes. Ça pouvait être 25 000 euros, d'autant que les banques et les crédits affectés qui allaient avec ça jouaient pas le jeu. On avait par exemple des devis qui étaient mal ficelés, des travaux qui étaient mal fichus, et les banques avaient déjà payé donc le prestataire, le professionnel, ce qui fait qu'effectivement ensuite pour récupérer la même chose, pour refaire revenir l'entreprise, c'était impossible. Ça a été véritablement la croix et la bannière. Et ce sont nos usages aussi qui sont à revoir. On parlait de sobriété tout à l'heure. Oui, c'est vrai que ça va avec l'efficacité énergétique. Avant même de faire des travaux, on peut déjà faire des petites économies. C'est vrai qu'en tant que conseiller faire, si on en parlait tout à l'heure aussi, mais des locataires, c'est vrai qu'ils n'ont pas la main s'ils veulent faire des travaux. Ils ont déjà par contre des petites choses à faire dans la vie de tous les jours. C'est des petites astuces, des éco-gestes. Et c'est vrai que mis bout à bout, on peut vite quand même arriver à 7 à 10% de diminution de nos consommations d'électricité, voire plus après, si on est à l'électricité par exemple. Donc, il y a pas par exemple, quels conseils on pourrait donner ? Sur la période, c'est basique, mais c'est vrai que comme on est en hiver, dès que le soleil se couche, fermer ses volets, ça permet de réduire de 30% les déperditions par rapport au vitrage. Dès que le soleil par contre est là, même si on est en hiver, on ouvre les volets pour bénéficier des apports solaires gratuits. Donc ça, c'est vrai que déjà, c'est une petite astuce. Penser à ventiler son logement, puisque un air qui va être trop humide, finalement, on va avoir besoin de plus d'énergie pour le chauffer, pour arriver à la même température. Donc avoir un air qui n'est pas trop humide, ça permet aussi de faire des économies d'énergie au final. Il peut y en avoir plein. Après, sur l'électroménager, après, qu'on connaît ou pas, mais par exemple, bien penser à dégivrer un congélateur, son frigo, puisque dès qu'on va avoir de la glace, on peut augmenter de 30 à 40% la consommation d'électricité. C'est plein de petites choses. Penser à l'aménagement de ses pièces aussi, puisque si on est sur une zone où on n'est pas actif, qu'on a un canapé sous une fenêtre qui est peu performante, c'est vrai qu'on va avoir une température ressentie plus basse, et on va avoir tendance à vouloir monter la température de consigne sur notre radiateur pour avoir le même ressenti finalement. Donc mettre des rideaux épais, revoir peut-être les joints, sans faire de gros travaux. Il y a aussi des aménagements, il y a plein de petites choses qu'on peut aussi accompagner et conseiller sur ça. Dans le collectif aussi, j'imagine que ces éco-gestes, vous les encouragez ? Oui, on les encourage, on fait beaucoup d'informations et on travaille aussi avec les partenaires pour faciliter l'usage de nos locataires, des logements par nos locataires. Alors, je pense aussi, dans les bonnes idées, à votre projet de construction que vous êtes en train de développer ensemble, Fédération du bâtiment et Equidom, à Savigny-Lescaut. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est un projet, j'ai sollicité la présidente d'Equidom et puis sa directrice, Mme Bonnet, parce que nous, dans le bâtiment, il n'y a rien de mieux que de montrer ce qu'on est capable de faire par l'exemple. Donc, on a réfléchi à l'idée d'un projet de construction de logements, mais de modes constructifs différents, qui allie à la fois le coût de la construction, le type de construction, donc qui peut très bien être de la paille, de la brique, toutes ces choses-là, et l'habitabilité, mais ça c'est plus Mme Bonnet qui en parlera, parce qu'il faut que ce soit aussi des logements qui soient fonctionnels et bien habitables par les locataires, et puis bien entendu après, le coût de consommation. Donc on veut que cette opération-là qu'on est en train de mettre en place, justement soit une vitrine, mais une vitrine qui rayonne pas simplement entre Equidom et puis la Fédération du bâtiment, c'est-à-dire les artisans, les entreprises que je représente, mais qui soit une vitrine même au niveau régional. Pour savoir quelle est la bonne formule, c'est un peu ça que vous cherchez ? Voilà, en fait, nous, on est un office public de l'habitat, donc on est là pour accompagner les partenaires dans les recherches, l'innovation, et là, c'est pour la performance énergétique. C'est un projet qui sera sur du logement individuel.
et où on va rechercher, s'interroger sur les matériaux à utiliser pour être autonome. On parle de pénurie, donc on va regarder ça, maîtriser les coûts aussi, et puis pour que dans l'usage, les équipements type chauffage, pour le locataire, ça soit aussi facile, parce que parfois on a des équipements qui sont trop compliqués, et du coup on n'a pas la performance, parce que le locataire ne sait pas bien l'utiliser, et je dirais à juste titre, c'est pas assez intuitif. Voilà. Donc il y aura 4 familles chanceuses, c'est ça ? Eh bien oui, voilà, 4 locataires. Voilà, on est accompagné par ODIS. Le maire est complètement partie prenante dans ce projet. Voilà, on va essayer d'innover pour que ça soit reproductible. Voilà, c'est ça l'objectif à terme, c'est de pouvoir construire sur le meilleur modèle, le modèle le plus performant. Tout à fait. Voilà. Alors, il y aura d'autres programmes individuels du coup de construction à venir dans d'autres territoires. Dans d'autres, voilà, si ça fonctionne, et ça va fonctionner, voilà, on pourra développer une offre de logement individuel locatif sur le territoire de Grand Poitiers. Vous avez du boulot pour les 50 ans à venir, là. C'est génial, parce que ça fera travailler les entreprises locales, et c'est ce partenariat. Moi, ce que j'apprécie, c'est que Mme Bonnet parle de partenaires. Donc les partenaires, ce sont les artisans, ce sont les entreprises locales. Et c'est ce qu'il faut qu'on développe dans le territoire. Les circuits courts pour l'approvisionnement des matériaux, mais aussi que ce soit fait par les entreprises locales. Et dans la Vienne, c'est clair que c'est toujours ce qu'on a défendu, c'est-à-dire que les gros projets, comme les plus petits projets, soient faits par les entreprises locales. On a le savoir-faire ici. Nos salariés dans nos entreprises sont aussi les locataires des bailleurs sociaux, des Kidom ou du tissu local. Donc tout ça, c'est un cercle qui ne peut être que vertueux. Il faut arriver à atteindre des objectifs de climat encore plus larges. On s'approche de la conclusion de cette émission. Je vais vous demander un mot à chacun sur la première mesure à adopter, selon vous, Monsieur Ciuda. Une isolation de son logement la plus globale possible. Le 7 loi climat qui arrive avec la contrainte qui va peser sur les propriétaires. Là, c'est de toucher les gens au portefeuille, de leur dire vous ne pourrez plus louer à partir de telle date. Oui, le public est de plus en plus conscient, effectivement, des nécessités climatiques, environnementales qu'il faut. Et je pense que ça relève un peu de ce mouvement qui consiste à faire qu'effectivement, on sait aujourd'hui qu'on doit avoir un logement avec des murs où ça ne s'évapore pas, des toits où ça ne s'évapore pas, des planchers qui soient bien hermétiques, bien étanche, et de manière à ce qu'on utilise le moins d'énergie possible. Voilà. Monsieur Baranger. C'est vrai que moi, ce qui me vient de toute façon, c'est en lien vraiment avec nos missions, parce qu'on voit que malheureusement, c'est un service qui a changé d'appellation, mais le service public existe depuis très longtemps maintenant, depuis le début des années 2000, qui est encore trop méconnu. Donc c'est vraiment dire aux particuliers qu'il faut se faire accompagner s'ils en ont besoin. Des fois, on ne sait pas si on en a besoin, mais au moins, ça permet juste de confronter les idées et puis de valider. Et après, ils peuvent continuer tout seuls, mais ça leur coûte rien. C'est un service gratuit, neutre et indépendant. Donc vraiment faire appel à son conseiller FAIR, bientôt conseiller France Rénov. Conseiller France Rénov, voilà. On va le noter bien en tête. En tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter à en abuser, et ça permet vraiment une nouvelle fois de sécuriser le projet. Donc, il y a un conseil à garder en tête, je pense, par rapport au devis. On a parlé un petit peu tout au fil de l'émission de ces arnaques, etc. C'est quoi la règle d'or quand on a quelqu'un comme ça qui se présente, ou même parfois on a ceux de par les pages jaunes. Oui, non, c'est ça. Déjà, c'est de ne pas signer à chaud directement. On a un devis, on a le temps de réfléchir, et donc vraiment, on peut faire des devis. Alors, si c'est du démarchage, je rejoins un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que si on n'avait pas, nous, le projet en tête, faut vraiment que ça soit mûr et vraiment attendre, et soi-même contacter des professionnels locaux. C'est vrai que ça évite vraiment beaucoup de dérives, donc ne pas signer, ne pas se précipiter, et puis pas hésiter même à comparer, parce que voilà, c'est quand même une prestation commerciale, donc faire plusieurs devis, ça fait aussi partie du jeu pour que ça, à la fin, c'est quelque chose de qualitatif. Voilà. Prudence, et donc on rappelle les conseils neutres et gratuits du service public France Rénov à partir du 1er janvier. Voilà, exactement. Et le site internet en tout cas reste actif pour l'instant avec faire.gouv.fr. Bon, c'est quoi l'idéal, Monsieur Bojano? Il vaut mieux acheter et rénover, ou est-ce qu'il faut faire construire carrément? Alors, faire construire, on va vite se heurter à la sobriété foncière.
Donc le zéro artificialisation qui peut être justifié par rapport à la planète, mais des fois où il faut bien faire attention parce qu'il y a certains territoires où ce n'est pas possible. Donc je pense que de toute façon la filière est organisée aussi bien pour la construction que pour la rénovation. Donc il ne faut pas se priver de continuer ces deux voies-là. Je pense qu'il y a énormément de logements à rénover, donc il y a beaucoup de potentiel là-dessus. Les passoires énergétiques ne sont pas dans le neuf parce que la réglementation thermique dans le neuf est suffisamment établie en France. Donc je pense que la rénovation, le coup de pouce, il est réellement à mettre sur la rénovation pour effacer ces passoires énergétiques. Maintenant, moi, si j'avais un vœu pieux, ça serait de dire simplifier. Quand j'entends parler de France Rénov', ça me fait plaisir. Ce qui me fait beaucoup moins plaisir, par contre, c'est quand je vois qu'un particulier qui va écrire sur une page internet MaPrimeRénov', avant de tomber sur le site officiel de MaPrimeRénov', il va déjà tomber sur une dizaine de pages de marchands de bonheur. Donc ça, par contre, ça m'embête énormément. Et cette simplification-là pourrait passer aussi par une meilleure relation entre les professionnels et, par exemple, le service de MaPrimeRénov'. Tout à l'heure, on disait les délais sont longs. Les délais se sont énormément raccourcis. Le site de MaPrimeRénov' fonctionne très bien. Il n'y a quasiment plus de bugs. Les paiements, des fois, sont faits en 15 jours. Mais par contre, des fois, il y a des paiements qui se font, qui tardent énormément et qui bloquent pour des raisons qu'on n'arrive pas à identifier. Et là, pour contrecarrer ça, on aurait simplement besoin d'avoir, nous professionnels, un contact privilégié avec un interlocuteur privilégié, et ça malheureusement on ne l'a pas. Et ça pourrait débloquer les situations parce que, comme vous le disiez tout à l'heure à UFC, il y a des cas où effectivement ça se passe pas bien, alors que tout est fait pour que ça puisse bien se passer. Et on aurait simplement besoin de ça. Le message est lancé. Alors juste sur ça peut-être oui, rapidement, on a eu un contact nous privilégié justement avec un renvoi qui peut être fait sur une assistance pour MaPrimeRénov' pour des dossiers qui pourraient bloquer. Donc il ne faut pas hésiter à y recourir. On va avoir le lien nous aussi éventuellement. On va échanger ensemble. Madame Bonnet, qu'est-ce qu'il faudrait pour le coup de pouce, pour accélérer les rénovations encore plus? Des financements. Voilà, concernant les bailleurs, voilà, la tâche est très importante. Alors ça fait déjà des années qu'on investit, mais si on veut aller plus vite, il nous faut des fonds, parce qu'autrement, seul, on est obligé d'étaler. On ne peut pas agir sur l'ensemble des résidences en même temps. Alors on a de l'aide, on a des fonds européens, on a des financements, mais si on veut aller plus vite, il faut encore plus de financement. Voilà. Là, aujourd'hui, dans le parc immobilier de Grand Poitiers, c'est quoi le pourcentage qui n'a pas encore été rénové? Alors, on est à 20% en étiquette E et F concernant les bâtiments Equidom et 22% en D. Voilà, on a 57% qui sont étiquettes A, B, C. Et aujourd'hui, on produit essentiellement en étiquette A ou en RT 2010. Bon, allez, on est sur la bonne voie. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à notre invitation. Prochain Disputando mercredi soir prochain sur Noah et vendredi matin sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Prenez soin de vous.